Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Onco Networking, le premier site gratuit des biotech et medtech françaises dans le domaine de l'oncologie. Onco Networking est un tout nouveau réseau destiné aux biotech et aux medtech françaises travaillant dans le domaine de l'oncologie. L'objectif de ce réseau est de faire connaître les acteurs français en cancérologie, de développer leur visibilité, de mettre en avant leurs compétences et leurs succès, et également de se tenir informé des actualités dans ce domaine. Dans ce but, nous avons récemment mis en place un site internet que vous pouvez consulter à l'adresse onconetworking.com, ainsi qu'une newsletter à laquelle je vous invite à vous inscrire d'ores et déjà. Vous pouvez également suivre la page LinkedIn d'Onconetworking. Afin de mettre en avant les acteurs français du domaine de l'oncologie, nous avons décidé de donner la parole à nos entreprises au travers d'une série de webinars dont nous inaugurons aujourd'hui le premier avec la société Sikio. Je me trouve donc avec Uri Shedboun, le président de Sikio, ainsi qu'avec Sébastien Papot, l'inventeur des brevets et le directeur scientifique de la société. Messieurs, je vous laisse la parole. Bonjour, je suis Uri Shedboun, dirigeant de la société Sikio. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Merci à Onco Networking de nous avoir invités. Donc je vais vous présenter l'activité de la société qui développe des vecteurs thérapeutiques dans le but de rendre à la fois plus sélective la chimiothérapie, mais surtout d'en limiter les effets secondaires. La société qui existe s'appuie sur un certain nombre de données qui sont des données fortes, qui sont des données probantes, qu'on vous présentera dans une minute, et qui surtout ont été testées contre la concurrence et qui, on pense, est bien supérieure à la concurrence. Sikio a un modèle économique qui est un modèle économique qu'on précisera tout à l'heure, qui est un modèle sécurisant sur plusieurs axes et qui permet donc à la société de développer à la fois candidats médicaments et partenariats, collaboration avec des industriels. Voilà, je vais passer la parole à Sébastien pour nous présenter le concept de la recherche et du développement de Sikio. Le problème majeur de la chimiothérapie anticancéreuse, c'est la faible sélectivité des molécules qui sont utilisées cliniquement. Très majoritairement, on utilise en clinique des molécules qui sont des agents cytotoxiques, qui détruisent certes les cellules cancéreuses, mais qui s'attaquent aussi aux cellules saines. Et cette destruction non sélective entraîne de sévères effets secondaires qui sont l'une des limitations principales à l'efficacité des chimiothérapies anticancéreuses. Donc pour contourner ce problème, on a développé une technologie qui permet de programmer des molécules qui vont être capables dans l'organisme de transporter de puissants agents anticancéreux en toute innocuité pour les cellules saines. Ces molécules vont aussi être capables de reconnaître une spécificité tumorale et puis de déclencher l'activité anticancéreuse exclusivement lorsque la tumeur aura été détectée. Et donc sur cette diapositive, on peut bien voir les avantages que représente une telle chimiothérapie programmée que vous pouvez voir en bleu sur la partie droite de la diapositive par rapport à une chimiothérapie classique que vous pouvez voir en rose sur la partie gauche de la diapositive. En chimiothérapie classique, c'est directement un agent actif, souvent un agent toxique qu'on introduit dans l'organisme. Celui-ci est réparti dans l'ensemble du corps et il déclenche une activité anticancéreuse lorsqu'il se trouve dans la tumeur, représentée en gris sur cette diapositive, mais bien sûr, il peut potentiellement engendrer des effets secondaires lorsqu'il se trouve dans les tissus sains environnants. En revanche, l'utilisation d'un système moléculaire programmé en bleu non toxique va permettre de confiner l'activité anticancéreuse exclusivement dans la zone à traiter grâce à un processus efficace de reconnaissance de la tumeur combiné à un processus sélectif d'activation de l'agent anticancéreux. Pour cela, on a créé une plateforme moléculaire polyvalente qui va être capable d'accepter chimiquement les différents éléments qui vont constituer le dispositif de ciblage final. Donc autour de cette plateforme moléculaire qui comprend 3 fonctions chimiques distinctes, on va pouvoir attacher bien évidemment un agent anticancéreux qui sera responsable de l'activité anticancéreuse. On va pouvoir aussi attacher une unité de ciblage qui va être responsable de la reconnaissance de la tumeur. Et finalement, ce que vous pouvez voir en gris ici, une gâchette qu'on appelle aussi déclencheur, qui lui va être responsable du déclenchement de l'activité anticancéreuse exclusivement lorsque la tumeur aura été repérée par le système de ciblage. Donc vous voyez, avec ce genre de système, on est capable de créer à la demande la combinaison la plus appropriée
pour le traitement d'une pathologie maligne donnée en fonction des spécificités cancéreuses de telle ou telle tumeur. On est capable de s'attaquer à la fois aux tumeurs liquides et également aux tumeurs solides. On a déjà réalisé un certain nombre de vecteurs thérapeutiques avec des combinaisons différentes. On a par exemple modulé l'activité anticancéreuse en véhiculant des molécules, des agents anticancéreux différents, donc la doxorubicine, des auristatines comme la monométhyloristatine E, la cyclopamine qui est un modulateur, un inhibiteur de la voie HEOG, des inhibiteurs d'histone déacétylase, des antiangiogénèses, des inhibiteurs de tyrosine kinase ou des agents qui sont des immunostimulants ou modulateurs. On a aussi utilisé différents types de têtes de reconnaissance. On a fait des ADC en utilisant des anticorps, des protéines, des peptides, des vitamines, des sucres ou alors des ligands artificiels. Et on a aussi développé deux types de déclencheurs, des galactoses ou des glucuronides, qui vont être capables à la demande de déclencher l'activité anticancéreuse soit à l'extérieur des cellules dans le micro-environnement tumoral, soit à l'intérieur des cellules cancéreuses uniquement une fois que le dispositif de ciblage aura été internalisé. Vous pouvez évidemment prendre connaissance des résultats que nous avons obtenus à partir de ces systèmes sur les différentes publications que vous pouvez voir sur cette diapositive. Alors, donc, comme vous avez pu le voir, avec notre plateforme, nous sommes capables de concevoir un grand nombre de vecteurs thérapeutiques, quasiment à la demande, et on fait l'assemblage le plus approprié pour le traitement d'une pathologie maligne donnée. On est capable de faire des vecteurs qui ciblent les spécificités des cellules cancéreuses ou les spécificités du micro-environnement tumoral. Sur cette diapositive, vous pouvez voir les résultats que nous avons obtenus avec l'un de nos vecteurs qui cible justement les spécificités membranaires des cellules tumorales. Ce sont dans ce cas-là des récepteurs membranaires qui sont capables d'internaliser des petites molécules. Sur la figure A, vous pouvez voir sur la première ligne des souris qui présentent une xénogreffe sous-cutanée transfectée avec le gène de la luciférase pour les rendre bioluminescentes, donc à jour 5, au jour 5, au jour 7, au jour 17 et au jour 21 post-transplantation de la tumeur. Donc vous pouvez voir que les souris sur la première ligne qui n'ont pas été traitées présentent une tumeur qui grossit avec des cellules tumorales qui deviennent de plus en plus agressives. On le voit avec la coloration rouge qui apparaît sur la diapositive. On a aussi testé, et c'est la ligne du milieu, l'efficacité thérapeutique de la drogue non vectorisée. Dans ce cas-là, c'est la monométhyloristatine E à une dose non toxique pour évidemment éviter de tuer les souris avec ce composé qui est extrêmement toxique. Et vous pouvez voir que dans ce cas-là, eh bien, il y a une activité antitumorale significative, mais qu'on n'arrive pas jusqu'à la réduction totale de la masse tumorale. Et sur la dernière ligne, vous pouvez voir l'efficacité thérapeutique de notre vecteur thérapeutique. Et vous voyez qu'à J21, nous avons obtenu, en tout cas pour cette souris-là, on va voir pour l'ensemble des souris ensuite, une réduction totale et durable de la masse tumorale. Sur la figure B, donc en haut à droite, vous pouvez voir l'efficacité thérapeutique sur l'ensemble des groupes, donc en vert pour les souris qui n'ont pas été traitées avec une augmentation importante du volume de la tumeur, en rouge l'efficacité de la drogue non vectorisée, et en bleu vous pouvez voir l'efficacité de notre vecteur, encore une fois, qui conduit à une régression totale et durable de la masse tumorale, sans engendrer d'effets secondaires chez les animaux. On peut voir ça sur la figure C en bas à gauche, avec pas de perte de poids chez les animaux et pas d'effets secondaires détectables dans leur comportement. Et de façon plus importante sur la figure D, quand on regarde la survie des animaux, vous pouvez voir en bleu que 100% des animaux sont restés en vie pendant toute la durée du protocole dans le groupe d'animaux traités avec notre vecteur thérapeutique, alors qu'une mortalité importante a été observée dans les autres groupes d'animaux. Si maintenant, comme je vous le disais, on passe à des vecteurs qui sont capables de cibler les spécificités du micro-environnement tumoral, puisqu'on a une technologie polyvalente qui nous permet de faire à la demande différents types de vecteurs, eh bien vous voyez ici qu'on a réussi à s'attaquer à des tumeurs du sein, du cancer du sein triple négatif, pour lequel il existe aujourd'hui pas beaucoup de solutions thérapeutiques, et aussi pour lesquelles il n'est quasiment pas possible de cibler
justement des spécificités membranaires, puisque c'est pour ça qu'on appelle ce cancer du sein le cancer du sein triple négatif. Vous pouvez voir sur la partie en haut à gauche des souris qui présentaient en bas, sur la ligne en bas, véhiculent des tumeurs implantées de façon orthotopique. Ce sont des tumeurs humaines de type MDA MB231. Donc vous voyez que pour les 6 souris de ce groupe, à la fin du protocole, eh bien, elles présentaient des tumeurs extrêmement importantes, extrêmement purulentes. Vous voyez ici sur la ligne du milieu les animaux qui ont été traités avec la monométhylauristatine E non vectorisée à la dose maximale tolérée. On ne pouvait pas injecter plus de monométhylauristatine E chez ces souris sans tuer les souris. Et sur la ligne du haut, les résultats qui ont été obtenus pour le groupe d'animaux qui a été traité avec notre vecteur intelligent. Et vous voyez que dans ce cas-là, nous avons obtenu encore une fois une réduction totale et durable de la masse tumorale. Vous pouvez le voir sur le graphe sur cette diapositive à droite. En vert, l'évolution de la tumeur pour le groupe de souris qui n'a pas été traité. En rouge, pour le groupe de souris traité avec la dose maximale tolérée de la monométhylauristatine non vectorisée. Vous voyez qu'il y a une petite efficacité antitumorale, mais qu'elle est bien loin de l'efficacité antitumorale que l'on a obtenue avec notre vecteur intelligent. Et dans ce cas-là, avec 5 administrations une fois par semaine, enfin, une administration par semaine pendant 5 semaines de notre molécule à simplement 4 mg par kilo, on a obtenu, dans ce cas-là, une régression totale et durable de la tumeur avec 50% des animaux qui ne présentaient plus de tumeur à la fin du protocole. Et encore une fois, vous pouvez voir sur la courbe de poids, eh bien, on a obtenu ces résultats sans effet secondaire chez les animaux. Comme je disais, c'est un concept polyvalent. On s'est également attaqué à des cancers pour lesquels il y a peu de solutions thérapeutiques. Aujourd'hui, c'est le cas du cancer du pancréas. Alors, vous le savez, avec une incidence du cancer du pancréas qui a été multipliée par 6 en France entre 1980 et 2010. Et aujourd'hui, on ne connaît pas les causes de l'augmentation de cette incidence et il existe peu de solutions thérapeutiques pour traiter ce genre de tumeur. Vous pouvez voir ici que nous sommes attaqués à une tumeur qui représente à peu près 80% des tumeurs chez l'homme, avec des xénogreffes de type MIAPACA2 implantées directement en orthotopique par chirurgie dans les pancréas de souris. Sur la diapositive, vous pouvez voir le schéma A qui représente notre protocole, où ici on a utilisé notre vecteur à 4 mg kg, injecté simplement pendant 2 semaines, une fois par semaine, et qu'on a comparé à l'administration de la dose maximale tolérée de la monométhylauristatine E, mais administrée une fois par semaine pendant 3 semaines. Et vous pouvez voir sur le haut de la courbe en orange que notre vecteur a conduit une efficacité thérapeutique remarquable pour le traitement de ce genre de tumeur, avec 33% des souris qui ne présentent plus de tumeur à J70, c'est-à-dire à peu près plus de 50 jours après l'administration de la dernière dose de notre molécule, alors que dans ces conditions-là, l'administration de 3 doses de la monométhylauristatine E n'est absolument pas efficace. Évidemment, le cancer du pancréas est un cancer qui est détecté chez l'homme de manière extrêmement tardive, avec des tumeurs extrêmement volumineuses qui contiennent de vastes zones époxiques dans lesquelles les cellules cancéreuses sont extrêmement résistantes. Donc, pour être plus proche de la situation chez l'homme, nous sommes attaqués à des tumeurs toujours implantées dans les pancréas de souris par chirurgie, mais avec des volumes initiaux extrêmement importants, de 2,5 à 3,5 cm3. Et sur la figure C, vous pouvez voir dans ce cas-là que, ça c'est des images de la tumeur qui ont été prises par échographie tridimensionnelle, que la masse et le volume de la tumeur diminuent considérablement. Et vous voyez qu'ici, à J70, on a une vision de la tumeur qui a été extrêmement réduite. Et sur la courbe D, ici, en bas à droite, vous pouvez voir que avec l'administration d'une dose de 4 mg par kilo de notre vecteur pendant 9 semaines, ce qui est possible parce que notre vecteur n'est pas toxique, ça représente à peu près 30 fois la dose létale pour la monométhylauristatine E. On obtient une réduction importante de la masse tumorale, allant de 92 à 100%. Il y a 20% des souris qui ne présentaient plus de tumeur dans le cadre de ce protocole, sans effet secondaire chez les animaux. Et bien évidemment, vous le savez, ce sont des résultats qui sont sans précédent pour ce type de modèle. Aujourd'hui, à la disposition des patients et aussi dans la littérature chez les souris, il n'existe pas de molécule qui engendre ce genre d'efficacité thérapeutique.
Sébastien, merci beaucoup pour cette présentation en détail de la partie scientifique. Moi, je me propose juste de résumer maintenant ce que fait Sikio, pour ceux qui nous rejoignent. Sikio développe des vecteurs thérapeutiques dont l'objectif est de limiter les effets secondaires en étant plus sélectif au niveau de la chimiothérapie. Alors, Sikio, c'est quoi? D'abord, c'est une histoire. C'est la rencontre entre deux personnes, des porteurs de projets, des volontés de créer une entreprise, d'apporter cet arsenal thérapeutique au marché. C'est aussi de la part du marché ce qu'on appelle le market pool. Ce sont des industriels qui sont intéressés, qui vont voir Sébastien et son laboratoire et lui demandent de développer de façon spécifique un certain nombre de solutions. Et donc, mis bout à bout, et avec le soutien du CNRS, de la BPI, de l'Université de Poitiers et de l'incubateur Grand Technopôle de Poitiers, la société s'est créée. Alors, la société s'axe sur deux personnes avec des complémentarités en termes de savoir. Je vais me présenter rapidement. Donc moi, je suis Ulrich Edmund, je suis le cofondateur sur la partie plutôt business. J'ai 20 ans d'expérience dans le business développement avec un track record dans tout ce qui est licence et développement du préclinique jusqu'à la clinique, puis des produits pharmaceutiques innovants. J'ai fait un certain nombre de deals, j'ai notamment créé des sociétés et levé des fonds. J'ai travaillé pour des sociétés anglo-saxonnes et suisses telles que BTG, Genzyme ou Basilea. Sébastien? Oui, je me présente brièvement. Donc moi, je suis professeur des universités. Au sein de l'Institut de chimie des milieux et des matériaux de Poitiers, je dirige le groupe Systèmes moléculaires programmés où on a inventé ces technologies qu'on a évidemment brevetées. Je suis également le vice-président de la société de chimie thérapeutique et je deviendrai le président le 1er janvier 2019. Et j'ai obtenu pour l'invention de ces technologies le prix Pierre Fabre de l'innovation thérapeutique en 2014. Donc, Sikio s'inscrit dans un environnement, il s'inscrit dans un marché. Le marché de Sikio, c'est aujourd'hui le marché de l'oncologie, 170 milliards de dollars de dépenses liées à la cancérologie. Dans le domaine, le sous-domaine des anticorps, des ADC, les antibody drug conjugate, lui représente à peu près 14 milliards de dollars avec une très très forte croissance de l'ordre de 35%. Et c'est aussi un marché dans lequel on a aujourd'hui 260 molécules qui sont en cours de développement à des stades différents. On a donc aujourd'hui, par rapport à un besoin thérapeutique qu'on évoquait tout à l'heure, ce besoin d'avoir des chimiothérapies plus précises, plus efficaces. On a aussi une spécificité des marqueurs cancéreux. Et mis bout à bout, ces ensembles de besoins, Sikio a cherché des solutions. Sikio travaille sur la réponse à ces besoins et ces forts besoins, puisque, comme le disait tout à l'heure Sébastien, la chimiothérapie est un véritable problème lorsqu'il génère ces effets secondaires. Alors les avantages compétitifs de Sikio, c'est les résultats que vous avez vus tout à l'heure, qui sont assez impressionnants. C'est aussi une technologie polyvalente avec un certain nombre d'éléments qui sont modulables. Sébastien l'a évoqué tout à l'heure lorsqu'il a présenté les différentes molécules testées, les différents linkers testés, les différents agents de ciblage testés. Et l'ensemble de ces combinaisons permet aujourd'hui de positionner Sikio comme étant capable à la fois de travailler dans le domaine des ADC, mais d'être aussi une alternative, une solution pour des industriels qui développent des ADC pour lesquels un certain nombre de questions se posent à eux et de réponses importantes pour le développement de leur société et de leur pipeline. Le dernier point, c'est effectivement que d'autres objectifs, c'est de à la fois développer un candidat médicament et en parallèle de ça, grâce à la plateforme technologique, à la propriété intellectuelle, au laboratoire collaboratif qui est mis en place entre Sikio et le laboratoire de Sébastien, d'être capable d'apporter ces solutions que j'évoquais tout à l'heure aux industriels qui aujourd'hui en ont besoin. On va prendre la slide suivante. Ce qui nous permet de dire ce que je viens d'évoquer à l'instant, et c'est maintenant sur la slide, développement propre d'un candidat médicament et réponse de façon collaborative pour des industriels qui ont défini ou pour lesquels on définit ensemble les approches les plus efficientes. Je vais passer à la slide suivante. Sur l'historique de Sikio, aussi bien avant sa création qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de partenariats industriels qui ont été mis en place, dans lesquels on ne rentrera pas dans le détail, mais certains sont d'ordre de la biotech, d'autres sont des groupes industriels, et ce savoir-faire, ce market pool, aujourd'hui, est une des forces, puisque on sait collaborer avec les industriels, c'est l'une des forces de Sikio, c'est-à-dire être capable à la fois d'apporter cette solution que j'évoquais tout à l'heure, et en même temps de comprendre aussi les besoins fins de ces industriels pour pouvoir les transférer aujourd'hui en interne et vers d'autres partenaires si le besoin en est. Suivant.
Alors, la projection de Sikio et son objectif, c'est de développer d'ici 2021, puis en 2022 et enfin en 2023, trois programmes distincts. Chacun des programmes qu'évoquait Sébastien sur des vecteurs bien précis seront adjoints à eux la version théranostique, c'est-à-dire être capable de monitorer le traitement qui sera proposé au patient de façon à ce que le patient puisse savoir s'il est répondant ou pas, quel est le niveau d'efficacité. Et cette approche thérapeutique est aujourd'hui l'une des approches fondamentales de l'industrie, puisqu'il permet une pharmacoéconomie très forte auprès de ces industriels. En parallèle de ça, le développement de cette diagnostic se fait au sein du laboratoire collaboratif sur des programmes qu'on maîtrise en interne à la perfection. Slide suivant. Alors, je vous présente ici de façon très rapide un certain nombre de deals comparables pour vous donner, pour les gens qui ont envie de comprendre un petit peu cet environnement. J'ai choisi sur ce tableau une présentation et des deals qui sont uniquement dans le domaine de l'oncologie, qui sont spécifiquement dans le domaine des ADC, et je les sous-divisés en deux parties, une partie clinique, une partie préclinique, stade auquel les deals ont été faits, et vous pouvez voir le type de valorisation que ces sociétés peuvent avoir, qu'elles soient, et notamment dans le préclinique, que ce soit de la licence, de l'introduction en bourse ou de la levée de fonds, on est sur des multiples qui oscillent entre les 15 et 75 millions de dollars. Et sur des projets ou des sociétés ou des pipelines plus tardifs dans leur développement, donc dans le clinique, on est sur des montants encore plus importants. Donc ce que ce message envoie et ce que ce tableau présente, c'est le potentiel d'une société comme Sikio, non seulement aujourd'hui, en termes de solutions et de partenariats avec des industriels, mais en termes de projection dans un avenir assez proche, puisque le préclinique pour nous, c'est 2021, l'entrée en clinique 2021, et donc c'est la capacité, entre autres, pour un investisseur de faire à un moment donné ce qu'on appelle dans le monde financier la culbute. Slide suivant. Voilà, je pense qu'on a essayé de survoler assez rapidement avec Sébastien la partie théorique, explication conceptuelle, la partie plus précise au niveau des résultats et la partie business. Vous pouvez nous joindre aujourd'hui, tout à l'heure, sur certaines questions, sinon un peu plus tard en nous contactant en direct ou nous suivre sur les réseaux LinkedIn ou sur le site internet. Voilà, je crois qu'à partir de maintenant, on se tient à votre disposition pour répondre dans la mesure du possible aux questions que vous pourriez avoir. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Alors merci à tous les deux. On a deux questions qui sont arrivées. Est-ce qu'il y a une repousse de la tumeur après les 70 jours, Sébastien? Alors, on n'a pas poursuivi les études parce qu'il fallait qu'on compare les différents groupes. Ce qu'il faut voir, c'est que ces tumeurs-là sont des tumeurs humaines, mais monoclones, c'est-à-dire que ça ne représente au niveau du modèle pas l'hétérogénéité tumorale, il n'y a pas de cellules souches ou de cellules initiatrices de tumeurs dans ce genre de modèle. Donc même s'il n'y a pas de repousse, c'est la démonstration de l'efficacité du processus, mais bien évidemment, ça ne rendra pas compte de l'activité de ce genre de vecteur chez l'homme, puisque chez l'homme, il y aura une hétérogénéité tumorale vis-à-vis de laquelle il faudra lutter. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce vecteur ou ces vecteurs en combinaison. Aujourd'hui, en chimiothérapie anticancéreuse, on utilise une combinaison de molécules qui ne sont pas ciblées. On pense qu'avec la technologie de Sikio, on va pouvoir développer des combinaisons de vecteurs pour justement s'attaquer à cette diversité tumorale. Mais en parallèle, on a aussi développé des vecteurs qui, par exemple, in vivo, ont démontré leur efficacité pour détruire des cellules souches de glioblastomes, par exemple, de patients, mais injectés chez les souris. Donc on est capable de faire des vecteurs qui peuvent évidemment s'attaquer à cette diversité tumorale, cette hétérogénéité tumorale, mais en utilisant des combinaisons de vecteurs. D'accord, super. Une autre question, est-ce que ça a déjà été essayé sur des cancers liquides? Alors, on a des papiers, oui, où on a fait des tests sur des leucémies aiguës myéloblastiques, sur des prélèvements de patients, où on a montré que les molécules étaient capables de détruire les blastes leukémiques sans détruire les lymphocytes. Donc, sur des prélèvements de patients, oui, et les résultats que vous avez vus in vivo sur ces modèles-là
sur le premier modèle où on s'attaque aux spécificités membranaires, la cible, c'est celle qui est exprimée chez les patients dans le cas de la LAM. Donc on n'a pas eu de modèle de LAM, donc de cancer liquide in vivo, mais on a des résultats sur les prélèvements de patients, et la cible est la même sur les xénogreffes que nous avons utilisés. Ok. Alors, j'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui arriveront. De toute façon, votre présentation restera en ligne, donc les gens qui sont intéressés pourront avoir vos coordonnées et éventuellement vous contacter. Euh, Est-ce que vous voulez dire peut-être un dernier mot? Bah écoutez, nous on est d'abord très enthousiastes par le développement et la tournure de la société qui est en train de se développer à la fois en termes de R&D et en termes de société à proprement parler. Aujourd'hui, on a un véritable focus qui est le focus sur les partenariats industriels, puisque aujourd'hui, une de nos activités consiste à aller voir les industriels et eux à venir nous voir pour répondre à cette problématique dont je parlais tout à l'heure. En parallèle de ça, nous sommes en train de renforcer les fonds à interne, puisque une société comme la nôtre a besoin d'aller vite et loin. Donc on reste à votre disposition si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le développement de l'activité, à la fois en qualité d'investisseur ou à la fois en qualité d'industriel. Vous avez nos coordonnées, on se fera un plaisir de répondre à vos sollicitations. On sera présent à Bio Europe, donc on pourra s'y voir. Et, euh, et voilà. Donc à bientôt. Oui, et juste techniquement parlant, comme évidemment nous sommes capables de concevoir des vecteurs à la demande, si il y a des partenaires qui ont une molécule qui est trop toxique mais avec une activité extrêmement intéressante ou des ligands qui sont capables de reconnaître la tumeur, on est capable d'apporter la solution complémentaire pour faire un système moléculaire programmé associé à la technologie du partenaire pour traiter différents types de pathologies malignes. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. C'est donc la fin de notre webinar, du premier webinar OncoNetworking. Merci beaucoup à tous les deux pour vos explications. Merci Uri, merci Sébastien. J'espère que ce webinaire vous a plu. N'hésitez pas à aller voir le site onconetworking.com ainsi qu'à vous abonner à notre newsletter ainsi qu'à cette chaîne YouTube si vous voulez être prévenu des prochains webinaires qui seront organisés.